Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Gilles Derry. Je suis le président directeur général du Centre québécois de recherche et développement de l'aluminium. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette activité, ce webinaire aujourd'hui, avec lequel, j'en suis convaincu, on aura l'occasion d'apprendre des choses et aussi de partager des pratiques qui, de toute évidence, sont non seulement dans l'air du temps, mais s'imposent avec la réalité, avec tous les changements auxquels on est confronté dans le domaine de l'environnement et tout ce qui en découle. Ce matin, le CQRDA, en collaboration avec le ministère et le CREBIC, vous offre cette présentation-là avec deux conférenciers qui, en fin de compte, vont nous permettre à la fois de constater des succès, des activités, des réalisations qui ont été faites et aussi de faire un survol scientifique avec un expert du domaine. Alors, je pense que c'est un bon mélange. On sait que l'aluminium, de façon générale, est un produit vert, est un produit qui, avec surtout la production qui est faite au Québec, se veut réducteur au niveau de l'empreinte sur les gaz à effet de serre. Alors ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le CQRDA est impliqué dans ce domaine-là et soutient des projets dans le domaine depuis quelques années maintenant. On a aussi le privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Comme vous le savez, Claude Villeneuve est un expert dans le domaine. Alors, quand il fait des accompagnements, quand il nous fait des recommandations, des opportunités d'amélioration avec nos promoteurs, c'est toujours très intéressant. Alors, amusez-vous bien, soyez sans crainte, ça va bien se dérouler. Et juste avant de passer la parole à ma collègue, je vais vous rappeler de mettre à votre agenda le 16 juin prochain, ce sera l'Assemblée générale annuelle du CQRDA, l'Assemblée statutaire, si je puis dire. Et en même temps, on va profiter pour faire le lancement du prochain numéro du magazine AL13. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. Et encore une fois, bonne journée. Alors, France, je te passe la parole. Merci, M. Derry. Donc, le premier conférencier est M. Donald Anger, président directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique de Shawinigan. Le C3E est dédié à la commercialisation des innovations technologiques. M. Anger nous présentera des applications concrètes de plusieurs domaines qui s'appliquent à l'efficacité énergétique. Merci de garder vos questions car après la présentation, il sera possible de les poser. Je vous laisse la parole, M. Anger. Alors, merci beaucoup, France. Merci beaucoup, M. Derry. Bonjour à tous. En fait, le C3E, le Centre d'excellence en efficacité énergétique, a été créé en 2009. Je vais vous partager l'écran pour la présentation. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est pour le C3E, c'est suite. Moi, j'ai personnellement travaillé 21 ans de temps chez Hydro-Québec au centre de recherche, non pas l'IREC, mais le laboratoire des technologies de l'énergie, jadis connu sous le laboratoire des technologies électrochimiques et des électrotechnologies d'Hydro-Québec. Un aparté, l'IREC travaille avant le compteur, production, transport, distribution d'énergie électrique, alors que le LTE travaille après le compteur, donc sur les applications. Tout ce qui est bâtiment, transport, commercial, institutionnel et industriel. Les procédés électrochimiques, métallurgiques se sont développés au LTE à Shawinigan. Faire une histoire courte, quand Rio Tinto, Alcan, dans ce temps-là. Excusez-moi, M. Anger. Monsieur Anger, votre présentation. Vous la voyez pas? Non. Je vais arrêter de partager, je vais la remettre. Ah, c'est bien. On la voit? Oui, on la voit bien. Si vous voulez la full écran? Oui, parfait. C'est bon? Oui, merci. Donc, c'est ça, quand Rio Tinto, Alcan du temps, a décidé de fermer l'usine, évidemment, là, en 2007, fermer l'usine à Shawinigan, voulait redonner un peu à la région quelque chose qui laisserait une marque un peu du passage de Rio Tinto, de Alcan, pardon. Et puis, on avait dans nos plans des projets, évidemment, dans le secteur de l'énergie, suite à une rencontre avec Pierre Achin, que plusieurs connaissent, là, qui était directeur de l'usine à Shawinigan dans ce temps-là, et Jacques Ménard, qui travaillait pour la DER, là, le développement économique régional à Chicoutimi, pour Alcan.
On avait déposé, nous, un projet de créer la vallée de l'énergie. Nos premières démarches se sont faites auprès du gouvernement du Québec, puis on s'est rendu compte vite que ça donnait des boutons au gouvernement du Québec parce que, bon, un peu le parallèle avec la vallée de l'aluminium, ben, être obligé d'aller en Mauricie pour les crédits d'impôt sur le secteur de l'énergie, ça devenait compliqué. Et Hydro-Québec, lui, il ne voulait pas voir tout de suite, évidemment, apparaître dans ses cordes les gens, les gaziers là, de ce monde. C'est pour ça que lors d'une rencontre avec M. Jean-Pierre Blackburn et Jean Simon, de Alcan, M. Blackburn était ministre du Développement économique du Canada en cette période-là, nous ont demandé pourquoi ne pas déposer au fédéral, c'est-à-dire au réseau des centres d'excellence, le projet qu'on a transposé de nom de la Vallée de l'énergie pour le Centre d'excellence en efficacité énergétique. Et on a obtenu un premier 10 millions, 9,623, là, dans le fond, pour être plus précis, qu'on a retenu pour se faire la main sur ce qu'allait devenir le C3E et se faire la main aussi pour les investissements qu'on commençait à faire. Donc, par la suite, en septembre, officiellement septembre 2009, on a réussi à mettre tout en place. On a mis tout en place, en fait, pour être capable de partir le C3E. C'est quoi le C3E? C'est maintenant le seul outil financier au Canada qui permet justement d'aider dans le secteur du transport. On voit FMRA, là, qui est ferroviaire, maritime, routier, c'est de supporter les innovations canadiennes pour le premier mandat, supporter les innovations canadiennes dans le secteur de l'efficacité énergétique des transports. Donc, ensuite de ça, où se situe le C3E? C'est vraiment l'endroit idéal, en tout cas, pour aider à commercialiser les premières commercialisations, les premiers balbutiements des ventes au niveau des entreprises. C'est ce qu'on appelle en marketing la fameuse vallée de la mort. Là. On sait très bien qu'ici, en recherche et développement, il y a des programmes, il y a des financements, ne serait-ce que les crédits d'impôt à la recherche et développement. Il y a certains anges financiers qui vont aller là aussi. Et ici, par la suite du C3E, ben là, on a évidemment les fonds, les capitaux de risque traditionnels. Il y en a qui ne m'aimeront pas quand je dis que les fonds de capitaux de risque au Québec et même ailleurs, c'est des capitaux qui ne prennent pas de risque. Ce sont vraiment des entreprises qui attendent que l'entreprise soit bien installée, qu'il y a des millions de ventes à peu près. Et là, on prend tout en garantie pour les aider après ça à pop-upper beaucoup plus haut. Donc, le rôle du C3E dans tout ça, c'est de prendre le prototype fonctionnel démontré qui sort, soit de l'université, soit du garage de monsieur ou de la madame qui veulent se développer, et nous, on les prend. Et le C3E, ce n'est pas juste un prêt d'argent, c'est aussi de l'accompagnement qu'on fait pour soit les emmener auprès d'un grand donneur d'ordre qui va ramasser leurs produits, qui va essayer de le mousser et qui va acheter les premières ventes de cette entreprise-là, ou bien les emmener devant un second financier qui, lui, prendra la relève un coup que les ventes seront au rendez-vous. Capitaux de risque traditionnels, effectivement, mais on aime mieux qu'il arrive après que l'entreprise ait gardé un peu d'actionnariat dans sa propre entreprise. Premier portfolio, 2009 à 2014, comme je disais, il est en efficacité énergétique au départ, mais tout azimut. C'était les procédés industriels, l'énergétique du bâtiment, bioprocédés, électronique, photonique, nouvelles technologies et transports. Et on s'est aperçu que dans ce portefeuille-là, il y avait 38 à peu près du portefeuille, du premier portefeuille d'une douzaine d'entreprises qui, elles, étaient consacrées au secteur des transports. Parmi celles-ci, on les a, ASE, FNCO. Plusieurs peut-être connaissent Adénergie. On en donne souvent l'exemple. Adénergie, c'était notre premier, en fait, qu'on est allé chercher. Puis je me rappelle très bien d'être allé chercher Louis Tremblay, moi, directement à l'Université Laval, dans son labo. Et puis, on avait fait des premières discussions avec le groupe Sauvard et puis par la suite avec Innocent. Je me suis permis même d'aller chercher une borne à Louis, sa première borne qui avait sorti. Il n'y avait pas de prototype fonctionnel démontré. Il n'était pas embarqué sur l'appel d'offres d'Hydro-Québec, son premier appel d'offres qu'ils ont fait en 2010. Et puis, j'ai pris la borne à Louis, on l'a emmené à l'IREC. J'étais encore là, dans les locaux d'Hydro-Québec avec le C3E. On l'a emmené pour qu'elle se fasse homologuer. Et curieusement, à la suite de ça, Louis, Adénergie, a remporté le 2e, 3e, 4e et tout récemment le 5e appel d'offres d'Hydro-Québec pour procurer des bornes, maintenant les niveaux 3, là, qui prennent de plus en plus de place. C'est important. Puis par la suite, vous savez que nos fondateurs, c'est Rio Tinto et c'est Hydro-Québec.
Donc, ça devenait facile d'aider à d'énergie, Louis Tremblay et son chum Desjardins du temps, à aller chercher des mandats, et c'est ce qui est arrivé. Là, à peine un mois, vous apprendrez aussi qu'à d'énergie, on monté une ronde de financement de 53 millions et que maintenant, on est à la porte du Nasdaq pour 2021. C'est ce qu'on fait. Le C3E, on a trois critères dans le fond. On peut rentrer et le rendement, les redevances peuvent se faire soit sur les ventes, soit qu'on rentre en équité, c'est-à-dire en action, ou bien on pourrait se faire rembourser en certificat de crédit carbone. Je vous rassure, mais je ne vous rassure pas en même temps. C'est une bonne parole qu'on a mise, mais ça ne s'est jamais fait. Pourquoi? Ceux qui développent des choses qui ont un impact majeur sur l'environnement, c'est l'utilisateur qui hérite par la bande de ces crédits carbone-là. Donc, il faudrait que l'entreprise mette dans ses ententes de vente que les crédits leur appartiennent et là, ils pourraient nous rembourser notre dette à partir de ces certificats de crédit carbone. Puis, peut-être noter, là, si vous avez des questions sur ces entreprises-là, là, vous comprendrez qu'on les connaît très, 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 très bien. Là. En 2015, le gouvernement du Québec avait lancé en fait des appels de proposition. Il voulait développer la filière beaucoup de l'électrification des transports. Et nous, on a fait une demande au gouvernement du Québec, cette fois-ci, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, avec le BEIE, qui était le Bureau d'efficacité et d'innovation énergétique. C'est l'ancêtre, si vous voulez, de TEC. Et TEC est devenu l'ancêtre d'un autre groupe dont je parlerai tout à l'heure. En électrification des transports, on a supporté 10 investissements dans une période de 18 mois seulement, dont les beaux coûts, c'est Nordressa, entre autres. Beaucoup parce qu'ils nous ont remboursé rubis sur l'ombre, vraiment tout ce qu'on avait injecté là-dedans. Le mauvais coup, c'est qu'ils se sont fait acheter par la gang de Dana. Et puis ça, ben, c'est devenu une problématique dans le sens que, bon, c'est pas bon au Québec, mais les actionnaires qui ont reçu, je dis bien, des dizaines de millions, là, ben, ils réinvestissent encore au Québec dans d'autres sociétés, puis ben, on fait mousser un peu. Le C3E, je le répète, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, tous les rendements qu'on espère obtenir de nos placements, ben, on le redonne aux suivants. Et c'est ainsi qu'on a réussi, à partir de cette année, à nous créer une boule d'argent qui nous permet de faire, pas juste payer nos salaires ad vitam aeternam, mais qui nous permet de faire des investissements à chaque année. La formule du C3E est simple. On investit chez vous, généralement, c'est entre 350 et 500 000 $ par exemple, pour la première phase de commercialisation. Et on attend la 3e année avant qu'on puisse commencer à se faire rembourser à raison de 5 % des ventes brutes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait très bien que même si on a mis de l'argent dedans, si on commence déjà à récolter, ben, ils ont besoin de liquidité. Toutes les entreprises de nos 3 portefeuilles ont besoin de liquidité encore. Et curieusement, même rendu à la 5e année, ils ont encore besoin de liquidité parce qu'ils passent à une étape subséquente, une commercialisation, mais du genre Adénergie qui veut développer le marché aux États-Unis, Adénergie qui s'est présenté en Ontario avant, il y a 3 ans de ça. Donc, Ito Green, la fameuse moto, elle nous a quittés évidemment dans le portefeuille. Là. On a notre fidèle que vous connaissez bien aussi, M. Dion, qui devrait être en onde, semble-t-il, j'ai vu dans la liste, du moins, avec le cargo. On a essayé de le supporter tant qu'on peut. Il est toujours très actif. On voudrait aller plus loin aussi avec cargo, de façon à rentrer dans le marché municipal. On pense qu'il y a des belles applications pour ce véhicule-là dans le monde municipal. Ensuite, un autre 4 millions qui nous a été offert par TEC, je disais Transition énergétique Québec, qui était le nouveau-né du BEIE jadis. On l'a demandé en efficacité énergétique des transports. Pourquoi? Le deuxième portefeuille qui est en électrification des transports, on pense avoir fait le tour pas mal du jardin dans ces 2 années-là. Et puis, je ne suis pas convaincu qu'on aurait été capable de supporter 9 autres investissements ou 10 autres investissements, toujours en électrification. On a pris le guess qu'en ajoutant efficacité énergétique des transports, bien, ça nous permettait, nous, de rentrer des projets qui ne se sont pas faits, là, mais de rentrer des projets qui auraient pu se faire si on avait eu des demandes en allègement des matériaux, par exemple. Secteur hydrogène aussi. Secteur biomasse aussi, les biocarburants, etc. Mais l'allègement des matériaux, dans le fond, la prémisse pour rentrer, pour être admissible, on est capable de faire 1 kilomètre avec moins de litres. Le litre, ça peut être même du diesel, comme ça pourrait être de l'électrique,
comme ça pourrait être des biocarburants, comme ça pourrait aussi être l'allègement des matériaux. Donc, je pense aux camions ordures qui auraient une belle application en ce sens. Les tout derniers qui ont été faits d'ailleurs, pour compléter, c'est Niosens qui fait la gestion, ça en est un bon cas, ça, qui fait la gestion des feux de circulation, principalement pour les transports lourds. Chez nous, on fait une analyse technico-commerciale, ensuite une analyse financière, juridique, légale, etc., pour s'assurer qu'on embarque dans une belle entreprise qui n'a pas de squelette dans le placard. Niosens nous a appris qu'un camion lourd, genre classe 8, un 45 tonnes, qui arrive à un feu rouge, souvent la nuit, qui est obligé d'arrêter, on peut brûler jusqu'à 3 litres de diesel juste pour la reprise. Si on n'avait pas arrêté, on aurait épargné 3 litres. Donc, le système de Niosens, évidemment, c'est un genre de patron qu'on implique chez les opérateurs de feux de circulation, notamment les villes et le MTQ. C'est à peu près les deux grands joueurs qui gèrent les feux rouges. Le MTQ sur les routes numérotées, alors que les villes dans leur propre ville. Et on a, dans la région de Trois-Rivières, un projet qui vient d'amorcer avec la société Somavrac, qui fait du transport, évidemment, de marchandises à partir du port tantôt ou de d'autres industries, et qui a arrêté à 3-4 lumières rouges, donc qui sauverait une douzaine de litres par nuit s'il y avait le malheur d'arriver tout le temps aux lumières rouges, évidemment. Et l'avant-dernier, Terron, qui sont des VTT tout électriques. On est en train de chercher des places aussi pour présenter. On a une dizaine de vitrines commerciales qu'on voudrait mettre en place pour non pas valider la technologie, mais pour faire la promotion justement de cette technologie-là. L'impact à ce jour du C3E, je vous en fais grâce, c'est quand même 65 millions d'activités économiques qu'on a participé, 2019-2020. Et on a aussi le potentiel de réduction des gaz à effet de serre, qui est très importante. On a quand même sauvé ça, 6670 tonnes d'équivalent pétrole, évidemment. Donc, là-dessus, on a tout ça qui se fait hors Québec. On a eu une bonne discussion avec le gouvernement qui voulait à la base que le C3E investisse et que dans les entreprises qui avaient un impact sur la réduction de gaz à effet de serre au Québec. Et on a fait rajouter dans nos ententes, si possible, au Québec, en expliquant clairement que quand on sauve une tonne de CO2 TEP, que les gaz à effet de serre, ils n'ont pas de cœur, puis ils n'ont surtout pas de frontières. Peu importe où on sauve cette tonne-là, on l'a sauvée pour l'ensemble de la planète et l'éviter qu'elle nous revienne par les vents 48 heures plus tard. Enfin, donc, on souhaite que dans notre portefeuille, nos entreprises exportent des produits et qui importent de l'argent pour qu'on soit en mesure de garder nos jobs ici et garder la valeur technologique également de ces innovations-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 2021-2023, j'ai marqué finaliser le troisième portfolio en collaboration avec Transition énergétique Québec, dans le fond. Il nous reste, on a terminé les gros investissements, mais il nous reste un 150 cas à mettre en efficacité énergétique des transports. Il y a un mois de ça, le gouvernement du Québec nous a rappelé, en passant, il y a eu une évaluation qui a été faite entre le C3E et Transition énergétique Québec, qui s'appelle aujourd'hui SMTE, sous-ministériat. Le sous-ministériat en transition énergétique, c'est devenu un sous-ministère, un sous-ministère, pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, avec Mme Joanne Génina comme sous-ministre. Donc, on a eu la demande pour voir si on était capable de monter un autre portfolio, un quatrième, dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Dans cette partie-là, je pense que les avenues des métaux légers, juste une parenthèse, j'ai quand même présidé l'Association des métaux légers du Québec qui a disparu autour des années 2012, qu'on a fermé ça parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de joueurs dans le secteur de l'aluminium. Les Transal, les Cédial, enfin, vous les connaissez mieux que moi, il y en avait tellement qu'on a dit, bon, la portion avec Transal, nous, on a dit, on va vous transférer toute la portion qui était métaux légers plus, c'est-à-dire on embarquait là-dedans vanadium, lithium et magnésium. On a organisé, je l'ai présidé pendant peut-être 6 ans, dont des conférences qu'on avait tenues en Mauricie, à Laval, etc. Je disais donc que les métaux légers, évidemment, rentrent moins un peu dans les composantes pour l'efficacité énergétique des bâtiments. N'eût été le fait qu'on utilise certains métaux légers, tantôt cadres d'aluminium aussi pour toutes les fameuses structures, les structures pour le PV, le photovoltaïque. Notamment, on a investi dans une société pour ça, chez Hobson Technologies à Québec,
qui produit évidemment toutes les structures qui permettent à faire des gros projets en énergie solaire. Je dis supporter le développement de nos portfolios. Comme je disais tantôt, le C3E ne fait pas juste de l'argent. On participe à tous les conseils d'administration comme observateur pour être capable de trouver des pistes d'amélioration, de donner la plus grande qualité, je pense, du C3E, c'est son réseau. Hein. Autant le réseau Hydro, autant le réseau avec Rio Tinto, autant le réseau avec des Siemens, avec des ABB, des GE, des NG qui font partie de notre conseil d'administration, qui sont administrateurs chez nous. Et on veut vraiment préserver ce conseil-là pour être capable de se faire ouvrir des portes un peu partout. Quand je dis un peu partout, vous voyez ici la rubrique « Mettre en place le C3E français ». Rapidement, le C3E français, c'est quoi? Dans notre portefeuille actuel, il y en a 3 ou 4 qui ont décidé de développer, pendant la guerre avec les Américains, là, qui ont décidé d'essayer de développer des marchés en Europe. Et on s'est dit, le C3E, pourquoi on ne forcerait pas la note pour créer un corridor entre l'Europe et le Canada, vu qu'il y avait eu une entente signée par M. François-Philippe Champagne. On s'est dit, s'il y avait un C3E français d'installer en plus en France pour les Québécois, donc quand on commercialise, vous allez emmener votre production directement en France pour développer le marché européen, mais le C3E français pour investir chez vous, pour vous aider à vous développer à travers l'Europe. Le C3E français, à terme, fera des investissements et 3, 4, 5 ans plus tard, va vouloir venir s'attaquer au marché de l'Amérique du Nord. Pourquoi pas s'en venir au Québec pour s'installer? Et en même temps que le C3E puisse dire, bon, ben OK, ça touche à nos cordes, c'est de l'efficacité énergétique. On investit dedans pour l'aider à se commercialiser à travers l'Amérique du Nord. On s'est rendu compte aussi, j'ai mentionné tout à l'heure que les capitaux de risque ne prenaient pas de risque. Ils attendaient très tard, puis généralement, ils sont assez gourmands envers nos entreprises qui, même rendues à la 5e, 6e année, sont considérés encore comme des startups, à moins d'être bien, bien, bien chanceux avec un gros carnet de commandes qui rentrerait d'une jeune CU. On s'est dit pourquoi on n'analyserait pas le potentiel qu'un C3E lui-même crée son propre fonds. Et dans ce cas-là, ce fonds-là, il était créé dans le secteur de l'efficacité énergétique des transports. Je vais faire à la blague, là, ben, vous répondrez par vous-même. Là. On fait souvent la blague, c'est quoi le moyen de transport? Le premier moyen de transport de l'humanité quand le bébé est venu au monde et a touché à terre, ben la blague, c'est que ce sont ses jambes, ses pieds, et le fonds, on l'appelle le FEED, qui est le Fonds en efficacité énergétique des transports. Ce FEED-là serait au service, à terme, si on réussit à aller chercher le 50-60 millions qu'on veut mettre là-dedans. Évidemment, le FEED sera distinctif, le seul fonds qui existe complètement dédié à l'efficacité énergétique des transports. Il serait attractif aussi parce qu'on voudrait qu'il soit beaucoup moins gourmand que les fonds traditionnels de risque. Donc, un pourcentage de remboursement beaucoup plus bas, des avantages d'avoir un conseil autour de ça qui aide les entreprises comme le C3E fait. Donc, lui, il serait au bénéfice, évidemment, de l'ensemble des projets C3E français et C3E Québec, avec des investissements d'industriels du Québec et d'industriels de la France, et la BPI, la Banque publique d'investissement de la France, avec Investissement Québec du Québec. Donc, peu importe qui adhérait à ce fonds-là, ben, chaque pays, dans le fond, là, chaque pays et province, il tirait quand même ses billes à travers ça. On a un projet favoriser l'implantation d'une usine d'assemblage de batteries. Là, ça m'emmène justement à toucher un peu ce qu'on essaye de faire. Là. On n'est pas le scientifique. Notre ami Axel pourra donner plus de détails techniques, si vous voulez, là-dessus. Là. Pourquoi? Pourquoi qu'on veut s'impliquer là-dedans? Vous comprendrez qu'on a une douzaine d'entreprises dans nos portefeuilles qui nécessitent l'apport d'une batterie. Je vais résumer ça assez court. Moi, je suis allé à Brassac-les-Mines, qui est à 60 km environ à l'est de Clermont-Ferrand. Il y a une entreprise qui s'appelle RGM là-bas qui fait de la mise en forme de batterie. Ça, c'est très personnel. Vous pouvez dire que c'est moi qui l'ai dit quand même, mais c'est très personnel. Moi, je ne crois pas qu'au Québec, on a le pouvoir de fabriquer des batteries, oui. Des cellules, je n'y crois pas. Hein, la filière batterie, là, il faut savoir que c'est un coffre. Il y a un BMS là-dessus, le Battery Management System. Il y a aussi toute la connectique. Puis il y a des cellules, les 18650 ou les 20700 maintenant avec la gang de Tesla. Pour faire ces cellules-là, on a besoin tantôt d'une sorte d'électrolyte qui demande une usine 1,5 fois plus grosse qu'un émascolithium, par exemple.
et de prendre un produit, un lithium, pour en faire le carbonate ou l'hydroxyde, puis on le prend à 260 km au nord de Chibougamau, par exemple, ramener ça à grand-mère, retourner ça parce que l'environnement n'acceptera pas qu'on stocke ça ici. Économiquement, moi, je trouve que ça ne tient pas la route. Par contre, je le répète, on en a une douzaine dans notre portefeuille qui voudraient avoir des batteries avec des conceptions particulières à leur Gugus, à leur VTT, à leur moto, à ci, à ça, au bateau, peu importe. Et acheter une batterie de 1 kWh, par exemple, d'acheter une batterie va coûter entre 600 et 650 $ US le kilowattheure. Acheter des cellules, ça ne coûte pas plus cher que 100 $ du kilowattheure, acheter des cellules. Donc, l'entreprise qui part, la start-up qui part, les projets d'Hydro-Québec, on va en parler tantôt, toutes ces entreprises-là qui partent, ils n'ont pas besoin, d'eux autres, d'avoir chez LG ou chez ATL ou Samsung, ils ne peuvent pas se permettre de faire une commande, j'exagère, là, mais de 10 millions de batteries pour avoir des prix importants. Par contre, ils pourraient avoir besoin, dès la base, d'acheter peut-être une centaine de mille de cellules de 18650, puis qui va configurer lui-même en fonction des besoins de son client. Donc, moi, je pense que le Québec, on a la meilleure place parce que dans les cellules, dans la batterie, on a des ressources qu'on est capable de fournir des composantes de ça. Puis plus est que vous comprendrez que les plus grands joueurs, évidemment, tout le top 10, c'est des fabricants qui sont en Asie. Bien, le marché va être aussi en Asie, en Europe, aux États-Unis, et le marché du Québec, du moins, il va être tellement petit, même si on met tout sur l'électrification des transports, il va être très petit. Donc, de construire des cellules ici, loin du marché, loin de la ressource première, je trouve que ça ne fait pas de sens. Ça, c'est mon humble avis, là. Mais toutefois, de faire une usine au Québec, peu importe où elle serait, pour faire de l'assemblage de batteries, de ramasser à bon prix ces cellules-là, d'en configurer pour les besoins qu'on a chez nous, ça tient la route, à mon avis. Le marché des batteries, bon, je pense que le futur, Axel va probablement en parler. Là, on s'enligne beaucoup vers le LMP, le lithium métal. Il y a le phosphate aussi qu'on entend parler. Enfin, je vais laisser Axel parler de ça. Il est plus compétent que moi. Il y a des projets aussi qui... moi, je dis tout le temps la bonne énergie à la bonne place. J'ai toujours donné l'exemple. Oui, les batteries au Québec. Oui, je le mentionne, production de cellules ou de batteries. Moi, je pense qu'on devrait beaucoup axer sur les batteries. Pourquoi? À terme, je dis bien à terme, je crois qu'on doit jouer la bonne énergie à la bonne place. Dans le transport léger, l'électrification des transports, bijou. On a investi chez Ingénieur pour les chariots élévateurs, bijou. Ça, c'est un bel exemple. Ingénieur à Québec, eux faisaient des batteries lithium. Donc, ils achetaient des poches de LG dans leur cas et ils les configurent en fonction, évidemment, de la géométrie de leurs batteries qui vont sur les chariots élévateurs. Traditionnellement, les chariots élévateurs, bon, il y en a beaucoup qui marchent au propane, il y en a beaucoup qui marchent aussi acide plomb, les batteries traditionnelles. Pour recharger une acide plomb, vous comprendrez que dans l'usine, il faut avoir une pièce qui est confinée à cause du risque d'émanation d'hydrogène pendant la recharge. Et cet espace-là, ben, pas utilisé non plus. Donc, avec le transport avec une batterie lithium-ion, on est capable d'éliminer cette pièce-là, donc d'avoir de l'espace supplémentaire. Et l'entreprise en question, Ingénieur, même s'il n'a pas le droit de vendre de l'énergie électrique, il a le droit de vendre le service de batterie. Donc, il est rentré en mode location maintenant dans ceux qui ont besoin de ça. Il s'occupe du reste, des remplacements et tout ça. Et là, il vient de signer une entente avec les camions Toyota. Donc, on devrait les voir arriver là, parce que c'est la division camion Toyota qui fournit tous les chariots élévateurs, évidemment, Toyota. Là. Ils viennent de signer une belle entente et puis eux vont passer prochainement, soit encore une fois vers le Nasdaq ou une ronde de financement qui va être beaucoup plus cossue qu'à l'heure actuelle. On s'en tient au transport lourd. Transport lourd, je parle dans ce cas-là, le transport lourd, c'est les classes 6, 7, 8, là, les camions 40, 45 tonnes, les gros. On a de la misère à croire que nous, d'électrifier ces transports lourds-là, à la mode Tesla, à la mode Lyon, ça peut avoir certaines applications, mais déjà là, le coût, à notre avis, va être énormément plus cher.
c'est faisable, mais on pense plutôt que tout ce qui est encore plus lourd, hein, ferroviaire et maritime principalement, ben, ça va laisser de la place beaucoup au vecteur hydrogène. D'ailleurs, Toyota et Hyundai, vous le savez sûrement, ils font beaucoup d'offensives au Québec pour installer, commencer par du transport léger, la fameuse Mirail. Là, il y a un projet qui se dessine au Québec là-dessus. Par la suite, ben, ils vont vouloir sensibiliser tout ce qui est ferroviaire, maritime, et évidemment le transport lourd. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a une période de questions, s'il y a des questions qui sont là. Je vais cesser le partage de l'écran. Ah, on l'a arrêté. Oui, il y a un participant qui a demandé pouvons-nous connaître la nature de vos projets d'investissement? La nature, par exemple, si la nature de nos investissements, c'est une debenture convertible, une debenture qui, comme j'avais mentionné, 350 à 500 000 $ à peu près. On investit ça, on essaie d'aider le client pour aller faire monter ses premières ventes. Même s'il y a des ventes, on est là pareil. Hein, on essaie de développer son réseau de ventes. Et par la suite, ben, il nous rembourse sur de la période 3. Comme j'ai mentionné, première année, deuxième année, on sait qu'il y a besoin d'argent. Donc, il va commencer à l'année 3 à nous rembourser à raison de 5 % de ses ventes brutes. S'il ne fait pas de vente, il ne nous rembourse pas gros. S'il fait bien des ventes, il continue à nous rembourser. Et de l'année 3 à l'année 10, on est très patient en passant. Là. De l'année 3 à l'année 10, c'est la période généralement de remboursement pour la dette. Après ça, on a même une option que si jamais à l'année 10, ça n'arriverait sûrement pas là, s'il était encore en affaires, mais après l'année 10, il y a encore 2 ans de sursis à nous verser mensuellement, 24 mois de temps, le résiduel de la dette au C3R. Et je le répète, cette dette-là qu'on veut avoir, évidemment, on la redonne au suivant. On a un facteur, grosso modo, de 3,5 fois la mise. Ça peut vous donner des indices. Et généralement, les anges marchent entre 7 et 10 fois la mise. Les capitaux de risque, quand ils rentrent dedans, quand ils prennent des risques, quand ils ne prennent pas de risque à cette étape-là, eux, ils vont entre 4 et 7 fois la mise à peu près. C'est notre caractère d'OBNL qui fait en sorte qu'on est capable justement d'être un peu plus attractif, comme on veut faire avec le FEED, et plus distinctif, parce que c'est le seul, entre guillemets, très OBNL qui veut redonner au suivant dans les actions en efficacité énergétique. Espérons, si ça ne répond pas à la question, peut-être préciser plus. Dans le bâtiment, ça va être la même chose. C'est curieux parce que quand j'ai parti ce 3A, les premiers appels qu'on a eus, c'était j'appelle Mme Tremblay ou M. Bérubé, là, mes personnages fétiches. Mme Tremblay qui appelait pour bon, j'ai changé les fenêtres chez nous, est-ce que vous allez me donner de l'argent? On fait attention pour ne pas se publiciser dans le grand public non plus parce qu'on commercialise, nous, le GUGUS, là, le prototype fonctionnel démontré. Vous avez développé quelque chose qui sert au CVC, chauffage, ventilation, climatisation, nouveau type d'éclairage, qui a un impact sur la réduction. Un exemple, encore dans les batteries, on sait très bien que les batteries vont être grandement utilisées pour faire de l'écrêtage de pointe dans le bâtiment, principalement dans le marché CI, donc commercial et industriel, ou institutionnel, le CII. On pense que, peut-être pas pour le Québec, mais pour exporter, comme je disais tantôt, si on avait quelqu'un qui faisait des batteries, qui réutilisait des batteries qui étaient jadis pour la traction mobile, pour la mobilité électrique, on pourrait se servir de ça pour gérer la pointe, gérer la puissance des sociétés d'utilité électrique. Hydro-Québec, le résidentiel ne paye pas sa puissance, mais dans le marché CI, oui. Donc, ces appels de puissance, ils coûtent très cher dans le commercial et principalement dans l'industriel quand on dépasse la demande qu'on a demandée à Hydro-Québec. Donc, ces batteries-là peuvent servir de buffer, dans le fond, pour être capable de stocker quand on arrive aux heures de pointe ou qu'on appelle de puissance supplémentaire, ben, on se sert de l'énergie qui était dans ces batteries-là et ça améliore évidemment le facteur d'utilisation auprès d'Hydro-Québec, par exemple. Et on voit venir, je vous dis tout de suite aussi, on voit venir une autre forme de batterie, dans le fond, qui est du stockage par air comprimé, qui, elle, pourrait s'appliquer autant à la mobilité électrique pour remplacer les batteries, autant pour le stockage d'énergie. Il y a 2 gros projets qui se sont faits dans le monde, mais on a une société italienne qui a ouvert une filière ici au Québec et on est en train d'analyser le projet. On n'a pas investi encore dedans. Comme je vous dis, là, on s'assure que ça tient la route de 1 et que 2, on est à la phase de commercialisation et non à la phase de recherche et développement. Ce n'est pas
Ce n'est pas notre secteur à nous. D'autres questions? Non, il y a un commentaire d'un participant qui il dit que vous avez de très beaux projets. Donc, c'est un commentaire. Bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez le faire par le biais du chat. J'en ai pas eu d'autres. Merci à tous. Oui, votre présentation sera disponible pour les gens, puis on sait où vous rejoindre si les gens ont des questions, d'autres questions. Merci, CQRDA. Merci beaucoup, M. Anger. Alors, notre deuxième conférencier est M. Axel Gambou-Bosca, chargé de projet RD au Centre de la métallurgie du Québec. Il possède un doctorat en chimie avec spécialisation en électrochimie visant le stockage de l'énergie. Ses travaux au CMQ portent sur l'électrochimie, la corrosion et la science des surfaces qui touchent diverses industries. M. Gambou-Bosca démontrera que l'aluminium est un matériau de choix pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Je vous passe la parole, M. Gambou-Bosca. Bonjour, merci France. Je vais partager mon écran. Juste un instant. J'utilise le moniteur. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est bon. On va très bien. Parfait. Donc, à nouveau, bonjour le CQRDA. Merci, M. Derry. Merci, France, pour l'invitation. Monsieur Anger, très belle présentation. C'était intéressant de découvrir un peu ces projets que je ne connaissais pas davantage. Donc, on a vu de beaux projets et puis je pense que le public a également apprécié. Donc, je pense que si tout le monde est réuni aujourd'hui, c'est tout particulièrement parce je pense qu'on est tous intéressés à la lutte contre les changements climatiques et on considère que c'est un enjeu prioritaire. C'est sûr qu'il y a de nombreuses stratégies et sujets qui peuvent être traités dans le cadre des solutions GES, au sein duquel l'aluminium joue et pourra potentiellement jouer un rôle important. Donc, il était donc tout naturel pour moi de vous faire une présentation vraiment plus axée sur le rôle joué par l'aluminium dans cette lutte ou ce combat pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je sais que M. Anger a parlé de ma connaissance au niveau des batteries lithium, donc LMP, lithium métal polymère ou lithium-ion, mais ce n'est pas vraiment le sujet que j'aborderai aujourd'hui. Et j'ai vraiment, comme je vous le mentionne là, c'est axé plus sur l'intérêt ou les possibilités de l'aluminium dans ces différents domaines. Mais tout d'abord, avant de rentrer plus en détail dans cette présentation, je vais vous présenter le CMQ pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, comme France l'a mentionné, je suis chercheur chargé de projet R&D au Centre de métallurgie du Québec. Donc, le CMQ est un CCTT, un centre collégial de transfert technologique. Sa mission est donc, comme vous le voyez écrit ici, de soutenir la compétitivité de l'industrie dans le domaine de la métallurgie, au travers de collaborations avec des partenaires privés et publics. Il s'agit particulièrement de collaborations en recherche et développement qui se font donc de façon à favoriser le transfert technologique en entreprise, mais qui offrent aussi la possibilité d'offrir un cadre propice à l'enseignement technique des étudiants collégiaux, mais également à la formation de personnel hautement qualifié quand on pense à des étudiants universitaires, par exemple stagiaires chez nous. Nous sommes composés, donc notre équipe est d'environ 55 personnes ici présentes et puis elle ne cesse de croître par l'ajout de nouveaux talents. On peut expliquer cette croissance notamment par la grandeur des différents secteurs que nous couvrons.
Donc, quand je parle des secteurs, ici, on va parler des aciéries, d'aluminerie, de transformation métallique ou encore de collaboration avec les centres de recherche et les universités. Vous pouvez également voir lister les services que nous offrons. Donc, on peut tout de même répondre aisément à des essais de caractérisation, d'inspection métallurgique ou par END, mais également à des expertises de défaillance et également à la résolution de problèmes par une approche en recherche et développement. Je vais peut-être mettre mon pointeur. Donc, le CMQ aussi couvre différents axes. Ici, on en présente quelques-uns sans saisie limitée qui touchent à la transformation de l'aluminium, la mise en forme des métaux, la simulation numérique, la fabrication additive, la métallurgie des poudres, le soudage, les essais non destructifs et la corrosion et la protection des métaux dans lequel je suis principalement impliqué. Donc, à présent que les présentations sont faites, on peut vraiment passer le fameux webinaire sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'aluminium. Donc, le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui pour cette présentation est l'aluminium comme vecteur énergétique. On peut se demander pourquoi vecteur énergétique, parce qu'on parlait tantôt de l'hydrogène, tout simplement parce que pendant son cycle de vie, l'aluminium va emmagasiner de l'énergie qu'il va restituer à l'environnement tout simplement lorsqu'il se corrode ou s'oxyde. Donc, c'est sur cet aspect de la corrosion que je veux montrer l'intérêt de l'aluminium dans les procédés énergétiques. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, elle est scindée en six parties, si on veut. Dans un premier temps, c'est d'aller vraiment de façon très générale sur la consommation énergétique et les GES. Ensuite, quelles sont les stratégies mises en place, tant au niveau canadien que québécois, pour la cible zéro émission, donc la carboneutralité. Pareil, par la suite, je vais parler donc de l'aluminium dans l'écosystème énergétique. Monsieur Angers en a déjà parlé avec, par exemple, les bornes ou l'allègement des véhicules. Et enfin, je vous présenterai deux exemples d'utilisation de l'aluminium pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment pour la production d'hydrogène vert et au niveau des batteries aluminium-air. Et enfin, je conclurai sur le sujet. Donc, commençons avec la consommation mondiale en énergie. Comme on peut le voir ici sur ce graphique, la consommation mondiale en énergie ne cesse d'augmenter. Encore aujourd'hui, celle-ci est surtout dominée par les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Donc, on peut constater une augmentation également des énergies renouvelables. Par contre, on le sait tous qu'elles sont intermittentes par nature et nécessitent d'être stockées. Donc, de nombreux facteurs sont responsables de cette augmentation d'énergie. On va parler de facteurs démographiques, technologiques ou encore d'industrialisation qu'on peut penser dans les pays en voie de développement. Si on regarde au niveau de la situation nord-américaine, on constate que la plus grosse consommation d'énergie vient de la population nord-américaine. Bien que l'évolution du nombre d'habitants, ici avec les graphiques que je vous présente, est assez faible, on peut voir que cette population est vieillissante, présentée par les diagrammes ici, et cette population vieillissante va surtout éprouver des enjeux importants au niveau de la mobilité. Donc, bon, ça encore, c'est à voir, surtout que nos frontières pour l'instant sont fermées, mais on estime et on reste optimiste que cela va s'ouvrir à la fin de ce fameux Covid-19. Donc, ce que l'on sait, c'est que la consommation d'énergie s'accompagne d'un relargage dans la nature des émissions de gaz à effet de serre. On peut s'estimer au Québec de jouir d'une énergie plutôt de l'hydroélectricité, ce qui nous permet d'avoir un bilan plus positif que d'autres provinces telles que l'Ontario ou encore l'Alberta. Et puis, ce qu'on peut voir également, c'est sur le diagramme ici à gauche, c'est que ces émissions de GES sont surtout dues par la production d'énergie, par la combustion d'énergie fossile ou encore au niveau du domaine des transports. Donc, ici, je vous présente un graphique qui classe finalement cette émission des GES au Québec par secteur d'activité. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment le domaine du transport qui est dominant ici, avec une réduction constatée au niveau des industries. Lorsqu'on décortique un peu plus les deux courbes,
ici celle des transports, et à droite, ici, celle de l'énergie. Ce que l'on constate, c'est que c'est essentiellement le transport routier qui est majoritairement responsable de ces émissions de gaz à effet de serre, et qu'au niveau de l'industrie, c'est l'industrie de l'aluminium et du magnésium qui a la plus grosse proportion. Mais toutefois, il faut mentionner que ces émissions ont été réduites d'au moins 50% ces 30 dernières années. Ce qui montrait qu'en 2018, on était quand même en deçà des émissions, que ce soit dans le bâtiment ou encore au niveau de l'agriculture, si on compare finalement les deux graphiques que nous avons là. Ensuite, quelles sont les stratégies mises en place pour aller vers cette carboneutralité? Ce que l'on sait, c'est ce qui est de façon évidente, c'est que les changements climatiques vont représenter un risque de plus en plus croissant pour notre économie, les habitats, la biodiversité, la santé humaine et encore notre mode de vie futur. Tout comme on l'a constaté assez récemment avec la COVID-19 qui nous a affecté non seulement de façon économique, mais aussi notre façon de vivre en société, notre société de façon générale. Donc, devant cet enjeu global, on peut voir que le Canada s'est doté de nombreuses stratégies, donc notamment récemment la stratégie pour l'hydrogène, mais on peut également parler des stratégies québécoises comme celle d'électrification des transports, par exemple. Donc, c'est ce point que je vais aborder plus dans cette section. Donc, comme je le mentionnais, le Canada s'est donc doté d'une mission pour la réduction des gaz à effet de serre. On parlait au départ d'une réduction d'ici 2030 de 30% des émissions de gaz à des GES par rapport à 2005, donc pour atteindre environ à 511 mégatonnes d'équivalent carbone. Et pour 2050, ce qui est attendu, c'est la cible zéro. Donc cela va passer par une meilleure efficacité énergétique, que ce soit dans les domaines du bâtiment, comme on l'a vu, une manière de repenser l'industrie, qu'elle soit gazeuse ou pétrolière, par exemple avec la séquestration du CO2, ou encore une implémentation de plus grande dans les énergies renouvelables pour l'électricité, le nucléaire, ou encore l'électrification des transports, comme je vous l'ai mentionné. Donc, au niveau de l'électrification des transports, on peut voir ici, là je vous présente, donc je reprends le graphique où on découpe les émissions de gaz à effet de serre au niveau du transport. Ce que l'on peut voir, c'est par exemple l'électrification des véhicules lourds vont avoir un impact majeur sur la réduction de ces GES. Ici, on parle quand même d'une réduction d'environ 100% passant à l'électrification, mais qui peut aussi s'accompagner avec un gain de coût. On parle d'environ moins 27% de gain monétaire dans ce document. Donc, M. Angé l'a mentionné, je vous le mentionne à nouveau, il y avait en 2015 la stratégie québécoise d'électrification, donc le plan d'électrification des transports qui avait 4 objectifs majeurs. Donc, dans un premier temps, augmenter le nombre de véhicules électriques disponibles au Québec, participer à la réduction des GES et de lutter contre les changements climatiques, de réduire la dépendance aux énergies fossiles, notamment au pétrole, et également de contribuer au développement économique de la province. Donc, on voit qu'à ce niveau, il y a un fort potentiel au niveau du Québec, tant par l'expertise des Québécoises et des Québécois dans ce domaine. Notamment, on peut penser également au centre à l'IREC qui développe énormément de brevets dans le domaine des batteries, notamment à lithium-ion. Donc, on peut également penser récemment à la compagnie Lion également avec ses transports électriques, ses véhicules électriques. Donc, d'autre part, il y a également la stratégie canadienne pour l'hydrogène qui est parue en décembre dernier. Cette stratégie établit donc un cadre d'intervention pour faire de l'hydrogène un outil de choix pour atteindre l'objectif cible zéro carbone d'ici à 2050, ce qui permettra de placer notamment le Canada à l'avant-garde de l'industrie des combustibles propres. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Canada est l'un des 10 premiers producteurs d'hydrogène dans le monde. Donc l'hydrogène propre a le potentiel de fournir jusqu'à 30% de l'énergie d'utilisation finale du Canada d'ici 2050, réduisant ainsi jusqu'à 190 mégatonnes équivalent de CO2 d'émissions de GES. Donc en plus, au niveau international, on sait aussi que cette demande en hydrogène va fortement augmenter. Donc, comme je le mentionnais, mettre vraiment le Canada sur la map de sorte à également pouvoir fournir cette énergie à l'extérieur. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, il va être stocké, il est sans émissions de carbone,
il va pouvoir être transporté jusqu'au point final d'utilisation. Et c'est le carburant présentant la plus grande valeur énergétique par unité de masse. Donc, les applications d'utilisation de l'hydrogène, donc on parle de carburant pour les transports, pour la production d'électricité ou encore au niveau du chauffage, que ce soit dans les bâtiments ou au niveau industriel, mais également pour la transformation des matières premières chimiques. Présente des exemples ici de véhicules utilisant de l'hydrogène, que ce soit des véhicules lourds ou encore des véhicules routiers classiques comme la voiture ici présentée par Hyundai Canada. Modèle utilisant des piles à combustible pour la génération d'énergie. On peut également parler d'efficacité énergétique au niveau des transports avec l'allègement des véhicules. Donc ça, c'est une solution assez connue, on en a parlé assez récemment. Ce qui est accepté, c'est qu'environ 1 kg d'aluminium va éviter généralement 26 kg d'émissions de GES. Et on a pu constater avec le gain de poids au niveau du Ford F-150 en 2015. Mais d'autre part, l'aluminium reste un joueur incontournable donc, dans cette lutte dans les solutions GES, notamment par sa présence qu'on ne soupçonne pas souvent dans tout ce qui est l'écosystème énergétique. Donc là, je vous présente quelques exemples de l'aluminium présent et jouant un rôle dans la transition énergétique. Vous avez des feuilles d'aluminium utilisées comme collecteurs de courant dans les batteries au lithium, des casings en aluminium donc, pour les batteries ou encore des châssis ici développés tant pour l'allègement que pour les batteries au niveau des véhicules électriques. Mais il ne faut pas oublier les structures pour les cellules photovoltaïques ou encore les éoliennes. On voit aussi également dans nos sillages l'utilisation de l'aluminium au niveau des bornes de recharge pour véhicules électriques, par exemple. Donc, tout cela est lié aux avantages de l'aluminium qui sont sa disponibilité, sa légèreté. Donc là, on parle quand même d'une densité plus faible, 2,9 fois, environ 3 fois plus faible que celle de l'acier. On parle de sa conductivité thermique, sa conductivité électrique, la facilité de former des pièces, de faire différents produits finis, adaptés pour le traitement de surface, la diversité des alliages d'aluminium que l'on connaît, et surtout sa recyclabilité, et en finissant, sa résistance à la corrosion qui est connue. Donc, l'aluminium est caractérisé par une couche d'oxyde protectrice qui va se former à sa surface. Donc, celle-ci a la particularité de se rebâtir instantanément au contact de l'air. Donc, elle possède une grande stabilité physico-chimique. Elle va rendre le métal passif. Et c'est un film qui est généralement permanent et continu, dépendamment encore de l'alliage et des éléments d'alliage qu'on va retrouver qui vont créer des défauts qui vont favoriser, affaiblir, surtout quand on parle des alliages de la série 2000 ou 7000, donc favoriser, affecter la résistance en corrosion de ces matériaux. Donc, ce que l'on sait, c'est que l'aluminium va perdre sa stabilité en présence d'agents agressifs, par exemple les chlorures, ou encore d'autres sels minéraux en présence d'humidité. Mais ce que l'on sait également, c'est que cette couche d'oxyde est stable à un pH relativement neutre, si on nommait les contaminants que je viens de mentionner. Par contre, on peut voir que cette vitesse de dissolution de l'aluminium va augmenter pour des pH soit basiques, ici dans des solutions par exemple de NaOH, ou encore en milieu acide avec, prenons à titre d'exemple, l'acide chlorhydrique. Donc la dégradation de l'aluminium est un phénomène électrochimique, comme montré par les réactions ici. Vous avez la dissolution de l'aluminium qui va avoir lieu, donc c'est une réaction anodique, donc une réaction d'oxydation. On va avoir une dissolution de l'aluminium métallique générant 3 électrons. Donc l'aluminium va passer de l'état L à l'état Al0 à l'état L3+. Au niveau de la réaction cathodique, donc en présence d'eau et d'humidité, vous allez avoir en milieu acide dans l'absence d'oxygène une génération d'hydrogène. Donc il est important de retenir les différentes formes ou différents composés qui sont produits par la réaction d'oxydation de corrosion de l'aluminium. On peut voir donc formation d'hydrogène indépendamment du milieu, ou même en milieu alcalin aussi également, on peut avoir formation d'hydrogène. Et l'aluminium, une fois dissous, donc passé sous forme ionique, va venir réagir avec les hydroxydes qui seront formés dans le milieu pour former ce qu'on va appeler des hydroxydes d'aluminium, donc ces formes de précipités d'oxyde d'aluminium qui vont se former à la surface de l'aluminium et agir
comme couche protectrice ou dépôt à sa surface. Donc, ce que l'on sait, l'aluminium, au contact d'un électrolyte, sa dissolution donc, va générer 3 électrons qui vont constituer les éléments de base de l'électricité. Ce que l'on sait, c'est que les énergies chimiques et électriques peuvent être interchangées ou s'échanger facilement grâce à leur nature physique qui est liée à cette interaction donc, de Coulomb au niveau du nombre d'électrons. Il s'agit donc d'utiliser ici la pile de corrosion de l'aluminium comme un vecteur énergétique dans la lutte contre les changements climatiques. Ces utilisations de l'aluminium seraient donc en adéquation également avec la stratégie québécoise de l'aluminium qui vise à promouvoir les innovations en ce sens dans le domaine de l'aluminium. Ici, je rappelle quelques objectifs de cette politique qui sont donc doubler la forte transformation de l'aluminium au Québec d'ici 2025, faciliter l'accès au métal par les transformateurs québécois, investir dans des projets privés de transformation afin de soutenir des avantages concurrentiels au niveau de l'aluminium. Et entre autres, encourager les entreprises à se démarquer internationalement et réduire l'empreinte carbone de l'aluminium au Québec. Donc là, nous allons parler un peu plus donc, de l'aluminium au niveau de la génération de l'hydrogène. Puis, par la suite, je vous donnerai quelques exemples donc, au niveau de l'état de l'art des technologies des batteries aluminium-air. L'énergie chimique, comme je vous le mentionnais, est basée sur la nécessité des électrons de valence à se lier avec des électrons provenant d'autres atomes. On peut voir que le candidat le plus adapté pour cela est l'hydrogène, tout simplement parce que son apôtre possède le meilleur rapport électron de valence, proton, et donc par conséquent une grande densité énergétique. Donc c'est également l'élément le plus abondant sur Terre, ça il faut le mentionner, bien qu'on le trouve juste sous forme gazeuse, inférieure à 1%, mais on va le trouver dans de l'eau, donc H2O, on va le trouver essentiellement d'hydrogène, dans tout ce qui est gaz, mettant le méthane, CH4, donc il y a la facilité de se combiner avec différents éléments. Et c'est pour ça qu'on dit quand même que c'est un des éléments les plus importants. Ici, avec le graphique que je vous présente, c'est une comparaison de la densité énergétique des différents combustibles, dont notamment l'hydrogène, qu'il soit liquide ou gazeux. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'énergie chimique contenue dans l'hydrogène est 3 fois supérieure à celle des autres combustibles fossiles. De plus, une fois produit, l'hydrogène est un combustible synthétique propre. Lors de la réaction de l'oxygène, lors de cette réaction avec l'oxygène, par exemple, dans les piles à combustible, le seul produit qui va en résulter, c'est la vapeur d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de vecteur énergétique. Cette transformation, cette production d'hydrogène va permettre, une fois introduite dans un système de conversion d'énergie tel que la pile à combustible, de permettre cette génération d'électricité. Donc, l'hydrogène peut être produit par différentes voies de synthèse. Ici, je vous les présente. Ce qu'on va retenir surtout, c'est que la voie électrolytique reste la voie la plus propice, la plus propre pour générer de l'hydrogène vert. Donc, ici au Canada, c'est essentiellement le reformage du méthane à vapeur, donc, qui est principalement utilisé pour la génération de l'hydrogène en milieu industriel. Mais cet hydrogène généré va nécessiter une purification, donc notamment par la séquestration et le captage de CO2. Donc, je vous l'ai dit, l'hydrogène peut être également produit de façon par voie électrolytique, donc électrolyse de l'eau. Et puis, l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles, peut-être produit à partir de la biomasse ou encore généré en tant que sous-produit industriel. Donc, les avantages de l'aluminium pour la production d'hydrogène, j'ai oublié de le rajouter ici dans ce titre. Donc, ici, je voulais déjà vous présenter le fait que l'hydrogène va être, dans les conditions où on considère qu'il est produit dans d'autres centrales, va nécessiter un transport jusqu'à son point final où il sera converti à l'aide de piles à combustible pour la génération d'électricité. L'avantage de l'aluminium, c'est qu'il va permettre de générer de l'hydrogène directement à son point d'utilisation. Donc, juste à titre de rappel, comment fonctionne une pile à combustible, c'est que vous avez deux électrodes ici métalliques, donc polarisées. Vous allez avoir une diffusion d'hydrogène gazeux qui va arriver, et après une dissociation de l'hydrogène donc qui va générer des protons dans le milieu électrolytique, avec des électrons qui vont rester bloqués au niveau de la surface des électrodes. Ceux-ci vont transiter par le circuit pour générer donc un courant électrique, et on va avoir par réaction des protons avec l'oxygène du milieu en présence d'électrons, formation d'eau. On parle de vapeur d'eau dans le milieu.
Donc, je vous disais, l'hydrogène, comme l'intérêt de l'aluminium, c'était vraiment de pouvoir amener directement une source de production de l'hydrogène au point final de l'utilisation. Ici, c'est un réacteur qui a été développé, c'est vraiment une étude plus au niveau laboratoire, donc un réacteur qui utilisait une pâte ici de slurry d'aluminium pour générer de l'hydrogène gaz. Comment cela fonctionne? Donc, on peut voir les différentes réactions ici que je vous ai représentées de formation, de génération de l'hydrogène par l'aluminium. Donc, c'est des réactions ici d'oxydation de l'aluminium qui vont entraîner en présence d'eau, donc qui vont entraîner la formation de différents oxydes d'aluminium, qu'on peut voir ici les trois composés. La première réaction est une réaction qui va générer donc de l'hydroxyde d'aluminium sous forme baérite. La seconde, c'est de la bohémite, et ensuite l'alpha L2O3 alumine que l'on connaît, mais et ces différentes formes d'oxyde d'aluminium vont s'obtenir à différentes températures. Pour la baérite, on va être vraiment au-dessus de, bon, excusez-moi, pour l'alumine, au-delà de 480 degrés Celsius. Donc, toutes celles-ci génèrent de l'hydrogène et thermodynamiquement, ce sont des réactions favorables, comme on peut le voir ici avec l'enthalpie. Ce qu'on va voir également, c'est avec l'énergie plutôt. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est également des réactions exothermiques, donc ils vont également générer de la chaleur en plus donc, de cette génération de l'hydrogène. Par contre, cette réaction n'est pas si facile et nécessite donc l'utilisation d'activateurs. Donc, dans la littérature, on va retrouver différents activateurs tels que l'activation en milieu alcalin. C'est l'électrolyte principalement utilisé, ça va être de la soude, donc du NaOH, en milieu NaOH, qu'on va générer de l'hydrogène à partir de la réaction présentée ici. Donc, on parle généralement de l'utilisation d'1 kg d'aluminium réagissant avec l'eau pour former 111 grammes d'hydrogène, ce qui va équivaloir à peu près à 4,3-4 kWh de combustible. Sur le tableau, je vous présente ici, vous avez différents alliages et structures d'aluminium, donc que ce soit des feuilles d'aluminium, de la poudre ou encore d'aluminium ici avec des oxydes de carbonate, du CaO plutôt, excusez-moi, de calcium, de l'aluminium en poudre. Ce qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que l'utilisation de poudre d'aluminium va permettre une conversion d'environ 100% ici d'hydrogène, donc un rendement d'environ 100% pour la conversion de réaction d'hydrogène. Mais cela passe quand même par une optimisation de ces poudres. Quand on parle de poudre d'aluminium, ça peut être tout à fait des poudres utilisées en fabrication additive, donc que ce soit des matériaux de haute pureté, d'alliage d'aluminium, ou encore des poudres au rebut qui peuvent être utilisées, donc des matériaux pour le recyclage qui peuvent être utilisés pour la génération de l'hydrogène. Ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, revalorisation de résidus, et puis donc recyclabilité de l'aluminium, nouvelle vie pour ces matériaux recyclés dans la génération de l'hydrogène. Je vous ai parlé des additifs de type hydroxyde, donc vraiment en milieu basique avec du NaOH, mais il y a également une activation avec en utilisant des oxydes d'aluminium à plus haute température. Ici, on parle de poudre d'aluminium, donc nanoparticules d'aluminium qui vont être mélangées par ball milling à haute énergie avec de l'alumine, par exemple, pour venir former et déstabiliser la couche passive de l'aluminium et former une couche mince ici d'alumine en surface des particules. Donc, comment l'activation se fait dans ce cadre-là? C'est qu'en présence d'eau, il va avoir de plus en plus une réaction d'hydrolyse de la couche d'alumine qui va venir former donc, de la bohémite, et tranquillement, cette couche va croître jusqu'à venir en contact avec le métal aluminium qui sera enrobé, qui sera en dessous, vraiment le substrat d'aluminium en dessous. Cette réaction va générer donc de l'hydrogène, du dihydrogène, donc des bulles d'hydrogène qui vont venir déstabiliser et percer cette couche d'oxyde friable fragile et favoriser la production et activer la surface d'aluminium pour la génération successive de production d'hydrogène en présence d'eau. Par la suite, ici, je vous présente un brevet qui a été déposé par l'armée des États-Unis donc au niveau du développement de poudre nanogalvanique. C'était des poudres préparées également par ball milling de poudre d'aluminium avec différents éléments qui vont permettre de venir favoriser la dissolution de cette couche passive
l'aluminium, donc des éléments comme de l'étain, du gallium, entre autres comme matériaux pour pouvoir favoriser donc la dissolution de cette couche. Donc, en contact de ces nanoparticules, les molécules d'eau vont se diviser en oxygène et en hydrogène. Cette réaction a une efficacité de presque 100% en moins de 3 minutes. Donc, habituellement, ce type de réaction, comme je le mentionnais tantôt, nécessitait des catalyseurs tels que les hydroxydes. Donc là, on peut vraiment travailler dans un milieu neutre, dans de l'eau classique qu'on va prélever. Et ils ont même démontré par cette étude qu'on pouvait également utiliser de l'urine. Ici, on présente le graphique pour permettre de générer de l'hydrogène. Donc, cet hydrogène obtenu peut être utilisé comme carburant dans une pile à combustible pour venir alimenter, mettons, des véhicules militaires, des drones ou d'autres types de produits dans l'armée ou même dans la vie courante, dans des applications de secours énergétiques, dans des tours de télécom, tout ce genre d'activités où la nécessité est faite pour utiliser l'hydrogène. Là, je vous présente d'autres activateurs. On peut considérer l'utilisation de matériaux carbonés. Ici, c'est en combinaison avec du sel. Donc, également, ces poudres vont être mixées avec du carbone et du sel, puis utiliser donc des sels chlorés pour venir la déstabiliser, éviter cette passivation au niveau de la couche et favoriser donc la dissolution. Donc, pareil, dépendamment de la composition que l'on va avoir, on est capable d'aller chercher également des efficacités assez intéressantes au niveau de la génération d'hydrogène par l'utilisation de ces poudres. Là, je voulais mentionner une dernière application. Donc, on a parlé vraiment de la génération pour la production de l'hydrogène, mais on peut également parler du stockage de l'hydrogène. Donc, c'était vraiment de faire une petite mention que l'aluminium aussi sous forme ici d'hydrure métallique, donc des alanes, NaAlH4, va permettre donc également de stocker l'hydrogène pour son utilisation finale dans notre action. On peut penser par exemple à un point de service avec ce type de composé qui va permettre donc de générer de l'hydrogène, puis avoir ce cycle où cet aluminium est donc recyclé à nouveau pour être réutilisé. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de la génération d'hydrogène par l'aluminium, c'est ce côté donc disponibilité, faible coût dans ce cadre-là. Ben, on ne parle pas de toute la technologie qui est encore à développer au niveau des différents composés, par exemple dans le cas des alanes, qui est encore difficile parfois à obtenir. Donc c'est, comme je disais, l'accessibilité, la recyclabilité du matériau, donc pour pouvoir avoir une boucle sans fin d'utilisation du matériau dans ce type de production. L'autre exemple, c'est toujours basé donc sur ce mécanisme de corrosion qui est celui des batteries aluminium-air, que vous avez sans doute déjà entendu parler avec l'exemple d'il y a quelques années d'une collaboration Alcoa avec la compagnie israélienne Finergy. Donc, c'est un peu autour de ces systèmes également que je voulais présenter cette dernière portion de l'utilisation de l'aluminium comme solution dans les GES. Pourquoi cet intérêt, parfois, on va dire, ce renouveau, parce que c'est assez cyclique, cette découverte des batteries aluminium air date quand même d'il y a plus de 60 ans. La première découverte était en 1960, je ferai un bref historique juste avant. Mais c'est surtout parce que l'aluminium, quand on regarde au niveau des ressources disponibles, on voit quand même qu'on a une plus grosse proportion comparativement ici au lithium qui est utilisé dans les batteries actuellement développées. Donc, dans cette portion, ce n'est pas non plus de démontrer que les batteries aluminium seraient plus performantes ou meilleures que les batteries aluminium, les batteries lithium-ion développées actuellement, mais juste de les considérer comme une alternative et d'être en mesure de mettre l'énergie nécessaire pour développer leur application commerciale, notamment au Québec, vu qu'on dispose d'un aluminium à faible empreinte carbone et de cette capacité à pouvoir le produire, le recycler, donc cette accessibilité proche au niveau industriel. Entre autres, je parlais donc de recyclabilité. Actuellement, ce qui se passe avec les batteries de véhicules électriques, donc à base de lithium-ion, c'est qu'en majorité, elles sont mises au rebut au niveau des recycleurs de pièces automobiles ou encore des ferrailleurs, plutôt dans une usine de recyclage adapté. Donc, il y a des travaux qui vont être faits en ce sens pour vraiment faciliter cette recyclabilité des batteries actuelles lithium-ion. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment
À titre d'exemple, la compagnie Retrieve en Colombie-Britannique, qui, elle, va recycler ses batteries de véhicules électriques. Donc, si on pense au Québec, le coût du transport va également être conséquent pour ce type de batterie. Ce qui fait que l'ajout d'autres matériaux, d'autres batteries, comme les batteries aluminium-air, par exemple, pourrait être également un intérêt un produit intéressant pour développer ici. Pourquoi les batteries aluminium-air? Donc, on peut regarder ici, c'est un graphique qui présente l'énergie spécifique des différents systèmes de batteries, que ce soit les batteries lithium-ion, ici à la fin, comparativement à d'autres matériaux. Donc, cette énergie spécifique peut être représentée soit gravimétrique, donc comparée à la masse, soit typiquement de façon volumétrique. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, ce qui est très intéressant, c'est le facteur volumique des batteries qui peuvent être développées en aluminium. Dans ce cas, les batteries aluminium-air ont déjà un très fort potentiel en termes de densité énergétique comparativement aux batteries lithium-ion, mais c'est que comparativement également aux batteries type lithium-air, également qui sont énormément développées, il y a énormément de travaux qui sont faits actuellement là-dedans, c'est qu'elles ont un fort potentiel d'avoir une plus grosse densité d'énergie par volume, ce qui fait qu'on va être en mesure de développer des batteries plus petites que si c'était du lithium, par exemple, lors de l'installation de la conception du. Donc, pour la petite histoire, comme je vous mentionnais, l'aluminium air, ça fait longtemps que ça existe. Il y a énormément de limitations, donc énormément de travaux pour améliorer ces batteries qui doivent être faits. Donc, ça remonte à 1960 par la découverte de Zaram, qui a inventé la première batterie aluminium air. Il y a une succession d'avancements, de développements et de brevets qui ont été déposés et qui continuent à être déposés, notamment la compagnie Phi Energy récemment, qui n'arrête pas de pousser en ce sens, de pousser dans ce domaine. On peut dire que c'est l'un des principaux joueurs actuellement dans ce domaine des batteries aluminium air. Mais des exemples aussi d'utilisation de ce type de technologie ont été démontrés pour des applications dans des drones, dans des véhicules ou encore dans des véhicules sous-marins, si on peut dire, sans pilote. Les applications de ces batteries, c'est, comme je disais, pour l'énergie de secours, les tours de télécommunication, l'électronique portable, l'aérospatiale, l'automobile, le maritime. Donc, on peut également penser vraiment dans tout ce qui est système de secours pour les bâtiments industriels, administratifs, également comme source de support. À droite, je vous présente le diagramme d'Aragon. Ce diagramme compare la puissance spécifique par l'énergie spécifique. Si on prend par exemple le cas d'un véhicule électrique, l'énergie spécifique va vous donner votre autonomie, donc jusqu'où on peut se rendre avec l'énergie qui était stockée dans le véhicule, et la puissance spécifique, elle, traduit la rapidité à laquelle cette énergie va être fournie. Donc là, on compare différents systèmes de batteries, notamment les batteries lithium-ion, et c'est un diagramme qui va comparer la technologie développée par Phi Energy. Donc actuellement, ce qui est développé, c'est de 250 à 400 Wh par kilogramme en termes de densité ici d'énergie. Et ce qu'ils envisagent, c'est d'aller chercher jusqu'à 800 à 1000 Wh par kilogramme, sachant que théoriquement, pour l'aluminium, si on considère juste le volet aluminium, ce serait environ 8000 Wh par kilogramme pour la batterie, en termes d'énergie spécifique qui peut être obtenue. Donc, des exemples d'utilisation qu'ils ont fait de leur batterie, c'est comme prolongateur d'autonomie. On a pu voir passer l'article où on parlait de 1600 km supplémentaires obtenus sur un véhicule avec un module à 25 kg. Il y a des travaux qui sont faits également dans le domaine maritime avec des conteneurs remplis de modules, donc de piles aluminium air et d'un réservoir d'électrique qui vont permettre de générer jusqu'à 9,8 MWh en termes d'énergie. Je vous parlais des applications des batteries aluminium air, donc plutôt portatif ici avec l'utilisation d'un électrolyte sous forme d'hydrogel et d'électrodes de nanotubes de carbone et d'aluminium ici en termes de ressort, si on veut, pour ce type d'équipement. Comme je disais, processus électrochimique au niveau de son fonctionnement. Donc, on reprend également les mêmes réactions que je vous ai présentées au niveau de la corrosion d'aluminium. On peut voir que théoriquement, on peut s'attendre à une tension de cellule d'environ 2,71 volts versus une électrode de référence à hydrogène. Ça, c'est pour la réaction globale de
d'aluminium. Et principalement, ces batteries sont développées comme pour ce qui est de la génération de l'hydrogène dans des électrolytes alcalins. Donc, beaucoup de NaOH. Ici, je présente l'évolution de la densité de courant qui peut être générée en fonction de la concentration de l'électrolyte, mais également la tension de cellules qui peut être obtenue. Donc, dépendamment de la concentration, on va avoir pour de faibles concentrations une tension de cellules plus élevée, mais une densité de courant plus faible. Et plus celle-ci va augmenter, plus on aura tendance à diminuer le voltage et avoir un courant plus abondant. Mais cette diminution de voltage va être surtout liée aux espèces qui vont apparaître en solution. Donc, ces espèces limitantes. Donc, il y a quand même des parallèles à faire entre la génération d'hydrogène d'un côté et les réactions limitantes qui vont se faire également au niveau des batteries aluminium-air. Les problématiques rencontrées vont être une passivation au niveau de l'anode. Donc, on sait que l'aluminium immergé dans cet électrode, dans son électrolyte, va former une couche passivante qui va limiter les réactions subséquentes au niveau de sa surface, ce dont on a besoin pour générer notre énergie. Donc, une dissolution de notre métal en milieu pour venir réagir avec l'oxygène et permettre donc ce passage de courant dans la batterie. Donc, la formation de films passifs va conduire à une surtension du système, donc venir vraiment limiter ses performances. De notre côté, cet hydroxyde d'aluminium qui va être formé va se déposer également au niveau de la cathode, donc limiter la surface spécifique nécessaire pour les réactions d'oxydoréduction avec l'oxygène. D'autre part, donc, vous avez également la corrosion elle-même de l'aluminium avec la réaction secondaire qui n'est pas désirée dans le cas d'une batterie aluminium, qui est celle de la génération d'hydrogène. Donc, il y a une nécessité déjà d'utiliser des électrodes de plus haute pureté, mais une fois que ces électrodes de plus haute pureté d'aluminium sont utilisées dans un milieu aqueux, ils ont une forte tendance à former cette couche passivante qui vient limiter les réactions subséquentes. Donc, comme c'est le cas pour l'activation des électrodes d'aluminium au niveau de la production d'hydrogène, il va également avoir des éléments d'alliage qui vont être mis dans l'aluminium pour venir favoriser cette dissolution, donc briser ce film passif et permettre de maintenir l'aluminium actif. Donc, on parle des éléments tels que le gallium, l'étain, le zinc. Il y a des travaux qui ont été faits avec le mercure. Donc là, on va s'écarter tout de même de ça, ou encore l'indienne. Donc, ici, par exemple, c'est le principe de cette dissolution, de cette activation de surface qui est faite avec l'ajout d'étain, où dans un premier temps, on va avoir une dissolution d'oxyde d'étain, donc le stanate, qui, lui, en présence d'électrodes, va se dissoudre, briser donc la couche d'oxyde, puis après, on va avoir le même élément qui s'est dissous dans la solution qui va venir interagir avec la surface d'aluminium et se réduire pour favoriser à nouveau une formation d'étain métallique au niveau de la surface. Et cette réaction va être assez cyclique, continuer à nouveau réagir avec le milieu pour venir maintenir cette activité au niveau de la surface d'aluminium. Il y a des solutions qui sont également proposées en plus de l'aspect, comme je vous disais, alliage d'aluminium, ajout d'éléments pour venir forcer, activer la surface d'aluminium. Il y a aussi d'autres aspects qui sont faits au niveau du design, par exemple. Là, c'est un concept qui présente l'utilisation de 2 électrolytes. Donc, on parle ici, donc, électrolyte, donc, du côté de l'anode d'aluminium, donc, on va appeler un nanolite qui est composé de méthanol. Donc, on veut vraiment limiter la réaction avec l'eau pour former cette couche passivante, dans laquelle a été dissous 3 molaires de KOH. On peut voir l'effet de l'addition d'eau dans l'électrolyte sur ce graphique, où on peut voir qu'avec l'augmentation de la concentration d'eau, on a cette augmentation de la réaction à l'hydrogénation. Cette batterie est séparée par une membrane échangeuse d'ions, et d'un autre côté, on a un gel polymère au niveau de la cathode, qui contient également 3 molaires de KOH dans l'eau avec un polymère pour venir former ce gel, donc favoriser la réaction au niveau de la cathode, en même temps que d'un autre côté, la réaction au niveau de l'anode. Et puis, cet électrolyte peut être aisément recirculé au niveau de l'anode, donc venir permettre d'enlever les éléments qui pourraient se former comme des dépôts, formation d'hydroxyde d'aluminium, ce genre de choses. Donc, il y a encore de nombreux défis au niveau de ces systèmes. On peut également penser au niveau aussi des systèmes pour la génération d'hydrogène. Donc, au niveau des batteries, il y a des travaux qui sont faits
autant pour optimiser donc l'anode, l'aluminium elle-même, au niveau de ces problèmes d'autodécharge, corrosion de l'électrode, au niveau des phénomènes de passivation, donc avec l'addition, comme je vous mentionnais, d'éléments d'alliage, l'utilisation de systèmes de systèmes différents, par exemple d'électrolytes ou encore de nouveaux électrolytes, par exemple, qui sont également utilisés comme des liquides ioniques ou encore des solides qui vont appeler solides, des liquides de type profond, par exemple, comme électrolytes. Au niveau de la cathode également, développer de matériaux catalyseurs pour favoriser vraiment la réaction de réduction de l'oxygène au niveau de la cathode. Donc, il y a énormément de travaux qui continuent à être faits pour optimiser ces systèmes actuellement. Ou encore, on parle d'ajout d'additifs encore dans l'électrolyte pour limiter les problématiques de corrosion. Actuellement, c'est essentiellement les batteries aluminium à zinc air qui occupent le marché principal des batteries métal air, mais on entrevoit quand même une percée de l'aluminium, surtout avec encore des développements que ce soit fait au niveau, comme je disais, du département de la défense américaine ou encore des travaux faits par Finergy pour essayer d'ailleurs de jouer même sur le fait de pouvoir utiliser de l'aluminium de moins bonne pureté au niveau de l'électrode de l'anode. Donc, ce qui nous amène dans les temps à la conclusion de cette présentation. Donc, comme je vous mentionnais, l'utilisation de l'aluminium bas carbone va contribuer significativement à la réduction des GES au niveau du Canada. On le voit déjà par l'utilisation de l'aluminium dans l'allègement des véhicules et plus encore sa contribution dans l'écosystème énergétique. Mais on peut également entrevoir son rôle important à jouer dans la génération d'hydrogène vert. Comme on l'a vu, c'est une utilisation d'aluminium, d'une poudre d'aluminium avec de l'eau pour générer de l'hydrogène sans apport d'énergie. Il y a quand même encore, pour l'instant, on va le faire avec apport de chaleur ou un peu d'énergie électrique pour optimiser, mais par exemple, ce qui a été développé du côté américain avec ces poudres nanogalvaniques, c'est que là, il n'y a vraiment pas d'apport énergétique, il y a juste la préparation des nanoparticules et rajout d'eau pour générer de l'hydrogène. Donc, ce qui va également en adéquation avec la stratégie canadienne pour l'hydrogène. Il y a un intérêt pour les batteries aluminium-air. Ça fait un moment que ça dure, c'est assez cyclique, ça revient, ça part, mais je pense qu'il y a quand même de la place, considérant le potentiel de ces batteries ici de type primaire ou encore les travaux qui sont faits avec les liquides ioniques pour les rendre rechargeables, la place de pouvoir les développer ou du moins de pousser au niveau de la capacité d'innovation dans ce domaine. Je vous remercie, puis je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, M. Axel. Oui, on a quelques questions pour vous. Il y a un participant qui a demandé « Avez-vous des données GES sur la transformation secondaire de l'aluminium, moulage, formage, etc. » Non, je ne les ai pas recherchés, effectivement, mais si on reste sur l'utilisation de procédés, vous voulez dire, au niveau des procédés de transformation eux-mêmes, non, je ne les ai pas, il faudrait chercher cette information. OK. Aussi, un autre participant demande « Existe-t-il des manufacturiers de batteries aluminium-air au Québec? » Non. Non. J'ai fait des recherches, que ce soit au Québec ou même si on regarde au niveau canadien, non, pas trouvé. Batterie zinc air, j'en ai trouvé des manufacturiers au niveau de la Colombie-Britannique. Donc, il y avait du zinc air qui était fait. Mais aluminium air, pas du tout. À ma connaissance, du moins. D'accord. Nous avons une dernière question. Y a-t-il des processus anti-corrosion pour l'aluminium structurel, revêtement, peinture? Processus, oui, on peut utiliser, ça dépend encore dans quel milieu vous voulez l'utiliser pour savoir si vous voulez utiliser de la peinture ou non. Cela va dépendre, mais oui, on peut appliquer des revêtements pour venir protéger l'aluminium contre la corrosion. Pour des alliages, je veux dire, ça dépend aussi de l'alliage qui va être utilisé, si c'est nécessaire ou non. D'accord. Donc, je crois que ça fait le tour. De toute façon, si les questions n'ont pas été bien répondues, vous êtes disponible à répondre aux questions additionnelles. Oui, il y en a d'autres, effectivement.
D'accord. Et des participants nous ont demandé de recevoir les présentations. Alors, nous allons vous les faire parvenir par courriel. Et merci beaucoup, M. Gambou-Bosca, pour votre présentation. C'était très bien vulgarisé. Il y a eu plusieurs commentaires à ce sujet, au sujet de votre présentation. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation et surveillez nos prochaines activités. Au plaisir. Merci. Merci. Au revoir.